Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette conférence et bienvenue. Merci aussi à la Cité des Sciences d'accueillir cet échange autour de l'intelligence artificielle et les biais sexistes. Merci à nos intervenantes d'être présentes également. Donc, je me présente, je m'appelle Alice Lenné, je suis chargée de mission au sein du Centre Hubertine Auclair. Donc, le Centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, notre mission, c'est d'accompagner tous les acteurs et actrices de l'égalité en Île-de-France dans leurs projets. Alors, ce soir, on va parler d'intelligence artificielle et de biais sexistes. Pour cela, donc, on accueille trois intervenantes. Isabelle Bloch, vous êtes enseignante-chercheuse titulaire d'une chaire en intelligence artificielle au sein du LIP6, une unité mixte de recherche de Sorbonne Université et du CNRS. Audrey Banex, vous êtes ingénieure de recherche en humanité numérique au Media Lab de Sciences Po et vous copilotez notamment le groupe Genre et Espace Numérique porté par le Centre Internet et Société du CNRS, qui sera en distanciel. Et Daphné Marnard, donc vous êtes anthropologue de formation et CEO et co-créatrice de la société Unbias, si je la prononce bien, une entreprise spécialisée dans l'identification et la gestion des biais en intelligence artificielle et notamment les biais sexistes. Donc, bienvenue à vous trois et merci à la Cité des Sciences d'accueillir cette conférence. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour lancer d'abord la thématique et introduire un petit peu le débat, Isabelle, est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez de l'intelligence artificielle et des biais cognitifs aussi qui l'entourent? Merci pour l'introduction. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est plus ancien que ce qu'on croit en lisant la presse, par exemple. Et c'est un mot qui est apparu assez au début du XXe siècle, en fait. Donc, on l'attribue à Marvin Minsky et qu'il a défini comme la science qui permettrait aux machines de faire ce qui serait qualifié d'intelligence si c'était fait par des êtres humains. Donc on voit déjà beaucoup d'interrogations dans cette définition. Et c'est une définition qui a été élaborée par un groupe de chercheurs au masculin. On peut le voir sur la diapositive suivante. Et qui ont eu l'idée de se réunir pour travailler sur ces questions-là. Pendant plusieurs mois, donc ils ont travaillé plusieurs mois sur ces questions, donc à Dartmouth, donc ce qu'on appelle la conférence de Dartmouth. Donc la première date de 1956, et c'est un petit peu de cette époque-là qu'on date la naissance de l'intelligence artificielle. Voilà, donc la photo illustre bien la question du jour. Et donc, en fait, il y a deux grands paradigmes de l'intelligence artificielle. Le premier, qui est un peu à l'origine de ce domaine, qui est l'intelligence artificielle qu'on appelle maintenant symbolique, où on va essayer de représenter, donc avec des symboles, de manière un peu abstraite, des connaissances et raisonner sur ces connaissances. L'avantage, c'est qu'on peut bénéficier de tout l'appareil de raisonnement logique, mathématique, etc., qui permet d'arriver à des conclusions qui sont irréfutables. L'autre pan de l'intelligence artificielle, et qui fait qu'on en entend beaucoup parler actuellement, c'est tout ce qui relève de l'apprentissage plus numérique à partir de données. Donc avec la mise à disposition de grandes bases de données, des moyens de calcul qui ont augmenté, etc., ce domaine a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Et donc là, ce qu'on va chercher, c'est au contraire à guider des raisonnements, des inférences, des propositions de décision à partir de beaucoup de données, de beaucoup d'exemples. Voilà, donc c'est deux domaines qui sont assez différents en fait et qui tendent évidemment maintenant à se rejoindre, à être combinés dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle hybride. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on entend classiquement par intelligence artificielle. Alors après, il y a un des paradigmes qui a pris le dessus pendant un certain temps, puis l'autre, etc. Donc il y a des oscillations entre les deux, et voilà, avec une association de plus en plus fréquente.
Alors, pour ce qui est des biais, il y a plein de biais différents. Donc, je pense qu'on rentrera en détail un peu au fur et à mesure de la conférence. Mais il y a des biais d'ordre statistique, donc qui viennent des données qui sont utilisées, en particulier les données qui sont utilisées pour apprendre, pour entraîner des algorithmes. À ces données sont souvent associées ce qu'on appelle des annotations. Donc, quel est le type de décision qu'on veut faire apprendre à un algorithme, donc par quoi c'est guidé. Et donc, il peut y avoir des biais à ce niveau-là. Donc, par exemple, de la représentativité. Est-ce que dans les données qu'on a données pour entraîner à l'algorithme, on a bien une bonne représentation de la population sur laquelle on veut faire des inférences, par exemple. Ces données, elles peuvent évoluer dans le temps. Donc, comment est-ce que les algorithmes sont mis à jour en fonction de ça, etc. Qu'est-ce qui est finalement appris? Et il y a des biais qui peuvent être un petit peu cachés parce qu'on apprend finalement, en particulier toutes les techniques d'apprentissage à partir de données, elles apprennent finalement des motifs qu'on va retrouver fréquemment dans les données. Voilà. Mais l'algorithme peut peut-être apprendre des motifs qu'on n'avait pas forcément identifiés de manière consciente. Et donc, identifier ce qu'apprend vraiment l'algorithme, c'est vraiment un sujet important. Et puis, il y a toute une série de biais qui sont cognitifs, qui peuvent prendre différentes formes, donc des biais de cadrage, de confirmation, de complaisance, etc. Donc, les biais de cadrage, c'est la manière dont on va poser une question. Les biais de confirmation, c'est si on pense A, par exemple, et qu'un algorithme nous dit A, est-ce qu'on ne va pas faire confiance exagérément à l'algorithme parce qu'il confirme ce qu'on pensait. Et même chose, de ce genre de choses pour les biais de complaisance. Voilà, je ne vais peut-être pas détailler plus parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à aborder. Mais... Merci beaucoup. Effectivement, c'était pour au moins réintroduire un peu le côté théorique. Alors, ce qu'on va échanger aujourd'hui, ce soir plutôt dans l'heure et demie qui suit avec nos 3 intervenantes, c'est comment on peut prendre conscience notamment des biais sexistes qui existent dans l'intelligence artificielle, comment les algorithmes véhiculent ces biais sexistes-là et comment les personnes qui créent les algorithmes les entretiennent aussi avec le temps. Et puis essayer aussi de réfléchir à des pistes d'amélioration, au moins des perspectives qui pourraient nous permettre de les limiter dans le temps et dans nos utilisations pour au moins limiter les stéréotypes de toutes les formes d'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Alors, première partie, on va là, cette fois-ci, s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il y a des biais sexistes dans l'intelligence artificielle. Et donc, Audrey, je me tourne vers vous. Pour vous, qu'est-ce qu'un biais de genre ou un biais sexiste dans l'intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'ils existent ? Je vais reprendre du coup un tout petit peu de ce qu'a dit Isabelle, parce qu'elle a fait une présentation très large. Donc l'IA, on l'aura compris, cherche à reproduire le fonctionnement du cerveau humain, en fait, pour faire très simple, qu'on peut la définir comme un ensemble d'algorithmes conférant à une machine des capacités d'analyse et de décision, lui permettant de s'adapter intelligemment, comme on essaye, aux situations en faisant des prédictions, à partir de données qui sont déjà acquises. Donc ça, c'est tout ce qu'Isabelle présentait comme des bases de données en fait, d'apprentissage, par exemple. Et le manque de diversité en fait, conduit ces algorithmes à véhiculer des stéréotypes, à produire des biais, notamment sexistes, mais pas que. Lorsqu'un groupe n'est pas représenté ou qu'il l'est de façon insuffisante, il y a de fortes chances pour qu'il soit impacté négativement par la technologie, et parce que ses besoins et ses valeurs ne seront pas pris en compte. Donc il faut imaginer que ces biais, il faut les imaginer plutôt comme des sortes de raccourcis pris par le cerveau ou par la machine qui mènent à des conclusions ou à des décisions faussées du point de vue de la réalité de ce que les gens aimeraient créer, notamment comme société. Ils logent au cœur de nos représentations, ils sont souvent implicites, il est souvent difficile d'en avoir conscience et de les éviter, et ils se matérialisent dans nos productions langagières, textuels notamment, et donc aussi dans le code des programmes d'intelligence artificielle, puisqu'ils sont de nouveau reproduits mécaniquement par l'intelligence artificielle ad nauseam. Donc les mathématiques en eux-mêmes ne sont pas en soi discriminantes. Le problème n'est pas tant technique que vraiment structurel. Il est très important d'analyser ces biais car ils peuvent influer sur l'observation des comportements et des pratiques sociales et donner une lecture subjective d'une réalité qui est très objectivée en fait.
Donc, dans le cas des mécaniques d'apprentissage de l'intelligence artificielle, il faut avoir conscience que ces biais peuvent provenir de biais cognitifs des programmeurs, comme on l'a déjà dit. Donc, un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement ou statistique, car elles se sont logées dans les données d'apprentissage. Et dans ce cas-là, le processus d'apprentissage machine a tendance à les amplifier, hélas. Et donc, les biais algorithmiques peuvent donc mener à des résultats faussés, ce qui, dans l'optique de l'usage de l'intelligence artificielle, par exemple, si on prend le secteur de la médecine, peut être très problématique et va reproduire des conduites sexistes, mais aussi engendrer des formes de discrimination. Et on a souvent d'ailleurs dans la presse un certain nombre assez souvent des scandales sur la reconnaissance d'image qui ne va pas faire la différence entre une femme noire et un homme noir, par exemple, ou qui va classifier un homme blanc avec des cheveux longs comme étant une femme. Enfin bon, voilà. Donc plein de biais comme ça qui vont être reproduits. Et du coup, si je repars sur uniquement les biais sexistes, en fait, la réalité des femmes, elle est ainsi rendue moins visible et parallèlement à ce qu'on peut en voir sur Internet, est plus stéréotypée et présentée à travers un filtre souvent très masculinisé. Donc, à l'égard de cette problématique, différentes études montrent que les femmes apparaissant sur Internet sont le plus souvent présentées comme des sujets fortement infantilisés. On le voit quand on fait des études de traitement automatique du langage, c'est-à-dire qu'on va regarder comment est-ce qu'on parle des femmes sur Internet. Ou alors elles sont sexualisées, ou elles sont précarisées, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de scandales comme ça qu'on a pu noter, par exemple quand on cherche écolière dans des banques d'images. Quand on cherche écolier, on va trouver des petits garçons qui vont à l'école. Quand on cherche écolière, on va trouver des petites filles qui vont à l'école, et puis des jeunes femmes qui vont être sexualisées dans des habits d'écolière, quoi. Voilà, ce qu'on ne trouvera pas pour les petits garçons, évidemment. Voilà. Et puis, j'ai plein d'autres exemples, si jamais ça vous intéresse. Allez-y. Sur les assistants, on va dire par exemple les assistants virtuels. Souvent, ils ont des prénoms féminins, comme Alexa, Siri, Cortana, etc., avec des voix féminines. Tandis que, par exemple, dans l'industrie et dans l'armée, les robots, eux, ils vont porter des noms plutôt masculins, Cyrano, Barracuda, etc. Les IA de type assistant personnel, comme les GPS, ils vont être parés d'attributs féminins. Ils vont rendre service, ils sont à l'écoute, ils répondent poliment. Tout ça, ce sont des attributs qui sont d'un point de vue systémique, plutôt du côté du féminin dans la représentation sociale. Voilà. Et donc, en fait, on voit très bien qu'il y a énormément de secteurs de l'intelligence artificielle où, en fait, on a une représentation très genrée, en fait, des objets produits. Très bien. Merci. Alors, Daphné, du coup, pourquoi lutter contre ces biais-là? Parce qu'effectivement, on a bien conscience qu'ils sont là, qu'ils existent. C'est une question qui appelle pas forcément une réponse négative, mais pourquoi on lutterait contre? Alors, d'abord pour lutter contre les stéréotypes, parce que je pense qu'on en a tous un peu marre, mais il y a aussi des vraies raisons, même sur l'utilité des applications technologiques. On parlait de la médecine, il y a beaucoup, notamment, de modèles qui sont là pour détecter des maladies, qui sont parfois surentraînés sur des modèles masculins. Je pense par exemple au risque de crise cardiaque, et qui évidemment sous-performent sur la détection de la crise cardiaque chez les femmes. Il y a un stéréotype qu'on a souvent, on dit souvent les femmes et les machines ça fait deux, ça marche jamais. En même temps ça marche jamais parce que c'est souvent entraîné sur des voix d'hommes, ou en tout cas par des hommes et dans des bêta-testeurs qui sont plutôt masculins. Donc avec évidemment des données corporelles ou d'énergie ou de fréquences de voix qui ne sont pas les mêmes. Ensuite, c'est évidemment puisque quand on entraîne un modèle, c'est pour résoudre une tâche d'automatisation, c'est ce que tu disais Isabelle, normalement, c'est pas pour remplacer l'homme, enfin ça sera un autre débat, une autre conférence, mais en tout cas, ce serait pour automatiser une autre tâche. Et il est évident que si on le pense avec un manque de diversité, mais ça vaut pour la diversité des genres, et Audrey le disait, il y a aussi beaucoup d'autres discriminants, d'appartenance sociale,
territorial également, et bien du coup on va adresser la réponse à ce problème avec notre propre prisme, et on va évidemment ne pas répondre à d'autres besoins. Donc, voilà l'image. Et donc l'image que vous voyez, je ne sais pas si vous l'ayez toujours, mais c'est Jamais sans elle, qui est un collectif qui chaque année, évidemment, fait une campagne pour militer et éveiller. Mais vous voyez, c'est imaginer un CEO. Donc ça, c'est quand on demande sur les outils de génération de contenu visuel. Alors, e-CEO, en anglais, c'est neutre. Hein. E-secretary, c'est neutre. Mais les machines vont systématiquement générer des images avec des visuels féminins pour secrétaire et pour CEO, des visuels masculins. Merci. Est-ce que l'une de vous veut rajouter quelque chose sur cette nécessité de lutter contre ces biais sexistes et ces stéréotypes dans l'intelligence artificielle et ses conséquences également? Oui. Oui, déjà, ça peut poser des problèmes de résultats, donc, comme on l'a dit. Donc ça dépasse même les biais sexistes. Hein. Si on entraîne un algorithme, par exemple, pour détecter une maladie dans une population, si la population n'est pas représentative, rien ne dit que la manifestation va être de la même sur une autre partie de la population. Et on a un manque de généralisation énorme. Et, voilà. Et à cause de ces biais cognitifs, même si l'algorithme est censé être une aide pour le médecin, par exemple, pour l'utilisateur, il peut être biaisé dans son interprétation du résultat. Et ça commence dès le début, en fait. C'est qui demande que ce soit développé un algorithme, une méthode, etc. Qui va l'utiliser, qui va la développer. Et à toutes les étapes, en fait, il peut y avoir ces biais qui interviennent. Donc c'est très compliqué, en fait, de les identifier et de lutter contre. Il y a plein une vraie prise de conscience de ça, mais c'est pas facile à éviter. Bon, il y a des exemples que vous connaissez sur les CV où on enlève les noms, plein de choses dans les CV, et puis on laisse le sport pratiqué par les candidats, et voilà. Donc là, l'algorithme apprend ça, et donc il apprend des biais sexistes. Voilà. Même si on a fait attention au début. Donc même l'ordre, c'est-à-dire nous on avait entraîné des machines pour voir si le système de CV anonymisé fonctionnait, et en fait l'algorithme c'est dans l'ordre dans lequel vous citez vos compétences si vous êtes un homme ou une femme. Typiquement sur les notions de leadership, une femme, même si elle va le dire, va le dire plutôt en 4e position, alors qu'un homme aura plutôt tendance à le mettre en première position. Et ça, l'algorithme, statistiquement, il arrive à tout à fait le corréler au genre. Alors, c'est parfait, super transition. On touche ce deuxième point, en fait, hein, c'est comment on va les identifier. Vous l'avez dit, c'est pas simple, mais il y a quand même des outils. Et avec le temps, on avance sur des outils d'analyse, de performance pour les identifier. Audrey, vous travaillez donc à Sciences Po. Comment, à travers votre travail, vous identifiez ces biais-là, ces biais sexistes dans l'intelligence artificielle, et comment vous les analysez? Alors, je ne travaille pas directement sur la détection de biais sexistes dans le cadre de mon travail à Sciences Po. En revanche, c'est des sujets auxquels je me frotte dans le cadre du groupe de réflexion genre et espace, les questions liées au genre en fait dans l'espace numérique dans lequel je travaille pour le Centre Internet et Société. Et là, en fait, je travaille avec beaucoup de jeunes chercheurs qui se posent énormément de questions, notamment sur leur corpus d'apprentissage et sur comment faire une base de données qui ne soit pas qui ne soit pas biaisée. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. En fait, il y a un certain nombre de travaux qui émergent sur comment essayer de produire des indicateurs d'éthique en fait sur ce type de données, sur ces bases de données, pour permettre en fait de voir, de détecter s'il y a des biais, alors des biais primaires ou des biais secondaires, comme on vient de parler, on vient déjà d'en parler un petit peu. Donc les biais secondaires, ça va être des biais où on va avoir anonymisé un CV, où on va avoir anonymisé une demande de prêt, et en fait la banque va quand même analyser les dépenses et en fonction des dépenses qu'on a sur son compte va nous classer comme ayant un profil féminin ou masculin, ce qui ne va pas donner la même autorisation de prêt ou la même autorisation de découvert ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt des biais secondaires en fait.
Voilà. Donc, voilà, je travaille plutôt là-dessus. Mais pas directement sur comment détecter des biais sexistes. Là où je les vois émerger, c'est dans le cadre des recherches du groupe plutôt. Mais du coup, je ne produis pas d'algorithme ou de détection de ces biais. Et est-ce que donc, dans ce groupe de travail, ce sont des étudiants qui vont quand même mêler d'autres sciences, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la recherche de la Ouais. science C'est pure et dure, mais il y a aussi tout le beaucoup lien d'étudiants sociologique. en sociologie, en Ouais. fait. Donc, ils ont des bases de données qui ne sont pas des bases de données énormes. Et donc, du coup, ça rend aussi la détection de ces biais plus facile parce qu'en fait, on va s'en apercevoir à la lecture ou en faisant un certain nombre de mesures statistiques. C'est beaucoup plus difficile quand on parle de biais secondaires et qu'on est sur des grands volumes d'informations. Très bien, merci. Daphné, du coup, comment vous identifiez ces biais-là aussi, alors, par vos travaux et par une Du coup, en complémentarité de ce que peut faire Audrey et tous ces gens qui travaillent sur l'analyse des corpus, et je tiens à dire que déjà, de s'attaquer au corpus, c'est un vrai levier pour le monde des apprentissages de réduire ces biais. Nous, on a construit des modèles qui vont aller détecter la charge des représentations implicites de grande ampleur sur des modèles de grande ampleur, puisque les modèles d'apprentissage, c'est des milliards de données textuelles. Donc évidemment, même si tu as beaucoup d'étudiants, c'est quand même compliqué à aller analyser tout ça. Donc du coup, on a développé des modèles qui... Alors quand je parle des représentations implicites, c'est toute la charge implicite liée à de la sémantique. Il y a le test implicite d'Harvard. Vous mettez test implicite d'Harvard sur Google, vous allez la voir. Et très très vite, vous devez associer en fait un mot à un genre. Donc, il vous balance mathématiques, littérature et puis plein de choses comme ça. Et en fait, vous allez très vite voir, et même si vous êtes très déconstruit, comme on dit dans les milieux militants, que vous répliquez ces charges de représentation implicite. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire. Par contre, c'est bien de savoir qu'ils existent. Donc, du coup, à partir de ça, on a développé des modèles qui sont capables. Donc, déjà dans les gros modèles d'apprentissage, d'aller les détecter. Ça apporte de la transparence quand les data scientists et leurs équipes construisent leurs modèles. Et on est aussi capable d'aller voir durant l'entraînement, en fait, à quel point le modèle va amplifier ces biais-là. Et donc, ça peut être bien, ça dépend de la tâche sur laquelle va être entraînée la machine. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment la possibilité d'être conscient des métriques et de voir s'il y a une amplification de biais. Très concrètement, ça évite que, par exemple, les moteurs de recommandation de sites qui proposent des offres d'emploi à des candidates et des candidats ait tendance à surreprésenter les hommes. On sait que, je ne citerai pas le nom, mais que d'un très grand site que beaucoup utilisent, notamment quand vous bossez dans la com, une femme sur un poste technique a 30% de moins de chances de voir l'offre technique à cause de ce moteur de recommandation. Donc voilà, c'est attribué là-dessus. Sur les chatbots aussi, ça permet de détecter, alors au sein des corpus sur lesquels ils apprennent, mais s'il y a des phrases inclusives ou non. Donc on peut aussi, en allant tacler ces biais-là, pouvoir avoir d'abord de la métrique pour savoir à quel point dans les corpus d'apprentissage, et puis dans les modèles, et puis aussi un petit peu toucher à l'inférence. Parce qu'en fait, quand vous interdisez, vous dites à une machine, non, tu ne vas pas regarder le genre, elle va devoir trouver toute seule, parce que on est beaucoup sur les apprentissages neuronaux, d'autres solutions. Alors, évidemment, le genre, c'est quand même super signifiant comme information. Donc, il faut refaire un peu l'apprentissage, c'est beaucoup plus long, donc généralement, on n'aime pas trop. Mais voilà, nous, on apporte des solutions un peu pour, on va dire, brider la machine. Est-ce que vous identifiez aussi, vous arrivez à identifier d'autres biais que les biais sexistes dans vos recherches, bien entendu, puisque là on est sur les biais sexistes, mais il y a d'autres biais qui fonctionnent individuellement, mais qui aussi peuvent répondre aux biais sexistes?
Oui, ça peut être d'autres paramètres. Hein. Donc, par exemple, en travaillant avec des médecins, qu'est-ce qui garantit qu'un algorithme ne va pas utiliser l'âge, par exemple, alors que c'est peut-être pas pertinent pour répondre à une question, et trouver finalement quelles sont les informations que l'algorithme utilise vraiment. C'est une étape importante, quoi. Donc, il y a des exemples connus en reconnaissance d'images où voilà, des algorithmes qui reconnaissaient par exemple des animaux, puis en regardant vraiment ce qu'avait utilisé l'algorithme, on se rend compte que il a reconnu un lion, non pas à cause du lion, mais à cause de la savane qu'il y a autour. Voilà, donc ça fait partie des biais. Bon, là, c'est peut-être pas gênant dans ce cas-là, mais voilà. Et parfois, ça peut même être positif hein, de savoir que finalement la machine a réussi à extraire des motifs qui sont pertinents, mais voilà, il faut savoir que c'est un biais et que ce biais, il peut être positif, mais il peut aussi être négatif. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que tu disais, où il y a beaucoup de recherches en ce moment pour identifier justement ce que les algorithmes utilisent vraiment, quoi. Du coup, ça pose un peu une question qui est difficile, à laquelle il est difficile d'apporter une réponse. Est-ce qu'on peut 100% se passer de ces biais-là, au moins de cette donnée de genre? Parce que vous dites effectivement, si on ne communique pas, enfin en tout cas si l'intelligence artificielle n'a pas cette donnée-là, elle va en chercher d'autres. Est-ce qu'elle peut s'en passer quand même malgré tout? Là, c'est toute la question de la réflexivité sur vos projets. En fait, à quelle tâche vous voulez entraîner la machine et pourquoi. Du coup, bon, dans ce cadre-là, quand même vous identifiez les données qui vous être plus ou moins utiles et puis les risques discriminatoires. Le biais, en fait, dans la science de l'information, c'est quelque chose de très bien, hein, parce que si vous n'avez pas de biais, vous ne pouvez pas différencier une information d'une autre. Donc il en faut évidemment. Par contre, il faut quand même identifier les biais qui auraient un effet discriminant négatif, c'est-à-dire avec un impact, comme le disait Audrey, sur la société telle qu'on ne la veut pas. Et ça, pour que ça soit effectif, c'est le travail des humains, bien sûr, mais il leur faut quand même des outils pour qu'ils puissent statuer, quoi, et suivre du coup leurs décisions, les justifier. Et puis quand bien même ils en aient vraiment besoin, mais au moins ils justifient pourquoi, en toute transparence, c'est vraiment le sujet de la transparence, pourquoi ils utilisent fortement ce discriminant. Merci. Audrey, est-ce que vous souhaitez compléter ? Oui, par exemple, si je reviens à la médecine, parce que c'est un terrain que j'aime bien étudier, parce que c'est quand même quelque chose qui touche tout le monde et auquel tout le monde porte de l'importance. La question du genre, elle reste pertinente. Elle n'est pas forcément toujours traitée de manière inclusive. Bon, on y reviendra, mais en tout cas, elle est importante pour un certain nombre de maladies, parce qu'il y a effectivement des maladies qui ne vont pas toucher certains hommes, enfin les hommes, ou qui ne vont pas toucher des femmes. Et pour autant, la question, elle est pas sur, elle est du coup pas sur le genre. Elle va être plutôt sur ce qu'on va lui faire dire. Et du coup, sur le système de règles qui va dire, par exemple, je retrouve quelque chose, oui, si vous avez de l'ostéoporose, si vous êtes un homme, il y a moins de chances que vous soyez diagnostiqué, en fait. Parce que c'est une maladie qui est considérée comme étant une maladie qui concerne les femmes ménopausées. Or, un tiers des fractures du col du fémur chez les hommes sont dues à l'ostéoporose et du coup, ils sont moins bien soignés que les femmes sur ce type de maladie-là. Voilà, donc là, on peut reconnaître tout de suite en médecine qu'effectivement, la question du genre peut être en partie pertinente, mais c'est vraiment le système de règles qui va être appliqué sur les données d'apprentissage qui, lui, va être à revoir, en fait. Voilà. Et je voulais aussi éventuellement donner les références d'un documentaire qui a été réalisé en 2020 par Shalini Chataya, qui est diffusé sur une plateforme avec un grand N, qui s'appelle Coded Bias, en français algorithme et discrimination, et qui est une enquête et une réflexion sur les biais des algorithmes et comment ils impactent notre société, et qui est plutôt intéressant à suivre. Voilà. Merci. Alors, vous avez commencé un petit peu à donner des pistes, mais alors, qu'est-ce qu'on fait aussi pour lutter contre ces biais-là dans l'intelligence artificielle, et aussi pourquoi on en est encore arrivé là? C'est-à-dire que le milieu du numérique, de l'intelligence artificielle est un milieu, on l'a vu, qui est quand même majoritairement dominé encore aujourd'hui par les hommes. Bon, à cette table, non, mais la réalité des chiffres le montre. Pourtant, le milieu du numérique n'a pas toujours été un milieu
majoritairement masculin. Dans les années 70-80, c'était vraiment un milieu où il y avait énormément de femmes qui s'investissaient dans ces métiers-là. Donc, est-ce que vous avez vu des changements évoluer les 10 dernières, 20 dernières années, 30 dernières années, je ne sais pas, en défaveur des femmes dans ces milieux-là? Effectivement, il y a eu une évolution avec une plus grande présence féminine, et puis c'est voilà, qui ne continue plus actuellement. Et j'avais ressorti des chiffres sur les enseignants-chercheurs en informatique. Donc voilà, c'est mon domaine. Alors c'est en informatique en général, pas juste en intelligence artificielle. Et les professeurs ou directrices de recherche sont 19%. Les maîtres de conférences ou chargés de recherche sont 25%. Donc c'est faible. C'est en dessous même du pourcentage d'étudiants qu'on voit dans ces domaines-là. Donc c'est voilà. C'est des chiffres qui sont assez parlants et qui n'évoluent pas beaucoup, en fait. Et je crois que tu en avais d'autres. Oui, alors, moins précis, parce que je n'ai pas bossé mes chiffres là-dessus, mais vous allez les trouver, qu'on était le 8 mars, mercredi, ça a pas mal tourné, mais c'est le chiffre 3, en fait. C'est 30% des femmes présentes dans le numérique, 30% des jeunes filles qui choisissent les filières scientifiques. Voilà, on n'arrive pas à dépasser le chiffre 3, en fait. Et je pense qu'on régresse depuis une dizaine d'années là-dessus. La réforme du bac a fait du mal, mais pas que. La question est de savoir pourquoi ce plafond de verre. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu as des éléments à rajouter là-dessus. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent que ça tient aussi beaucoup à un problème de représentation sociale. C'est-à-dire que les femmes scientifiques, elles sont quasiment absentes des livres d'histoire et de la scène médiatique. Donc le milieu éducatif, il est toujours en fait plus enclin à diriger les filles vers les métiers du care. Et ça, c'est aussi, je pense, un des gros problèmes. Parce que même si elles sont 30% dans les filières scientifiques jusqu'au bac, il y en a très peu qui ensuite choisissent de poursuivre dans cette voie. Et quand elles choisissent de poursuivre dans cette voie, elles se retrouvent assez vite bloquées dans leur carrière et elles n'accèdent pas à des postes à responsabilité, quoi. Donc, bon. Ce que vous nommez effectivement ce qu'on théorise par le plafond de verre, c'est-à-dire que quand elles vont réussir à intégrer ces milieux-là, en tout cas quand elles vont y aller et qu'elles vont réussir à y rentrer, parce que c'est plusieurs obstacles qui sont déjà importants, elles vont stagner sur des postes où elles n'atteindront pas des postes à haute responsabilité. Et vivre des discriminations, très clairement, voire des violences au travail. D'ailleurs, je crois que le 8 mars, j'ai vu passer comme ça un chiffre que j'ai trouvé absolument hallucinant. Ils interrogeaient les quelques pourcentages de femmes qui ont des postes à responsabilité dans l'univers de la tech, donc c'est très large, et sur en fait comment s'était passé leur recrutement. Et 60% ou 70% d'entre elles, c'était un truc incroyable, disaient qu'à un moment donné dans leur carrière, dans les RH, on leur avait parlé de la maternité, on leur avait demandé si elles comptaient avoir des enfants, si elles comptaient s'arrêter et si ça n'allait pas gêner leur prise de poste. Donc voilà quoi. Est-ce que vous considérez du coup qu'il y a une prise de conscience actuellement de cette situation-là, ou est-ce qu'en fait on stagne et on n'arrive pas à aller au-delà de ces stéréotypes qui perdurent? Oui, il y a des prises de conscience parce que c'est un sujet, en tout cas depuis MeToo en France, qui est quand même pas mal médiatisé. Il y a des choses formidables qui existent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Il y a un vrai plafond de verre qui est certainement extrêmement systémique. Moi, je suis pour la loi, pour le coup, et les quotas, mais ça, c'est un grand débat. Mais on l'a vu, par exemple, les quotas au niveau des COMEX, ça a fonctionné. La parité existe, et puis il y a des femmes puissantes qui ont émergé et qui, je pense, n'auraient pas émergé, non pas faute de compétences, mais faute d'accès à ces postes-là. Donc voilà, moi c'est plutôt mon point, mais je pense qu'à un moment donné, on a beau, au niveau de la société civile, signer des chartes et être tous d'accord, ça n'avance pas, voire ça régresse. Donc, je sais pas, Audrey, toi qui approfondis davantage que moi peut-être ce sujet. Alors j'ai eu de longues discussions avec des proches, y compris dans mon métier, sur la question des quotas ou pas des quotas. Je suis pour les quotas résolument, parce que je pense que comme toi, comme ce que tu dis, je pense qu'en fait on s'en sortira pas sans les quotas. Même si j'aimerais penser que ce ne serait qu'un état transitoire et qu'après on n'aurait plus besoin de quotas. Je pense que pour l'instant c'est un peu la seule solution
on voit quand même les discours féministes émerger, se faire entendre, toutes les problématiques de dénonciation des violences sexistes et sexuelles aussi qui ressortent dans les médias. Et malgré tout, moi j'ai l'impression, en fait, j'ai 45 ans, hein, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de la place des femmes dans la société, on n'a jamais réclamé aussi fort l'égalité des chances aussi, etc. Et pour autant, je trouve qu'on stagne. Donc le problème, il est vraiment systémique et du coup, il faut le résoudre de manière systémique aussi. Et il me semble que les quotas, pour l'instant, c'est la meilleure solution, quoi. Ouais. Effectivement, l'objectif même de ces quotas-là, et peu importe les milieux, hein, c'est qu'ils permettent d'atteindre une parité relative ou une mixité, parce qu'on ne s'entend pas toujours sur les chiffres, en tout cas, qui constituent la mixité. Et on l'a vu, hein, en politique aussi, hein, ça a fonctionné, hein, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de quotas en politique et on avait très peu de femmes qui s'emparaient de ces réseaux-là, d'élus, d'éligibilité, alors qu'elles avaient le droit de le faire. Donc, si ça a fonctionné, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça puisse, on l'espère, ne pas fonctionner dans d'autres milieux. Ouais. Merci. Alors, du coup, Daphné, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Unbias. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail-là et de comment vous travaillez justement à débusquer ces biais sexistes? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, nous, on s'est attelés à trouver des solutions techniques parce que quand même, dans le milieu de l'IA, il y a une prise de conscience, notamment aux États-Unis. Alors, on parle du MeToo en France, mais aux États-Unis, notamment, eux, ils disent inclusivité, mais c'est un gros sujet. C'est parti d'un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de déclarations d'intention, mais il y avait peu de moyens techniques pour les gens qui construisent les modèles d'atteindre justement cette réflexivité dont on a besoin, cette transparence. Donc voilà, on a retroussé nos manches et puis on a essayé de trouver les choses. Alors nous, on s'occupe plutôt de l'IA statistique sur ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Alors je vais dire ChatGPT, ça va vous parler, mais c'est ça, c'est dans cet univers-là qu'on avance. Là aussi, hein, vous voyez, le public, en fait, il y a la retranscription en live de ce que je suis en train de dire. Ça aussi, c'est du traitement automatique du langage. Donc nous, on est avec Unbias issu de cette application-là. Donc on ne travaille pas la vision, on travaille le texte. Donc voilà, c'est avec Unbias, c'est ça. On propose à des gens qui construisent des modèles des solutions techniques pour gérer les biais, pour de l'éthique aussi, mais aussi parce que plus vous gérez les biais, plus vous rendez vos modèles performants. Et puis on essaye aussi de faire une IA frugale, parce que tout ça, ça coûte beaucoup de carbone, notamment les ChatGPT et compagnie. Et nous, on milite pour justement l'inverse. On pense que grâce à l'hybride, d'ailleurs, parce que c'est bien les réseaux neuronaux, mais il y a le symbolique, c'est quand même chouette aussi, et que la vraie vérité, elle est quand même dans le mélange de tout ça, et qu'on arrivera à des performances beaucoup plus responsables et tout aussi efficientes en mélangeant. Donc voilà, bien c'est ça. Et c'est créé par une femme. Finalement, tous ces biais sexistes-là, vous l'avez dit, il y a une prise de conscience, mais on regarde les chiffres et je voudrais faire un petit focus parce que je pense que c'est quand même important. Vous avez parlé aussi, Audrey, du fait qu'il n'y a jamais eu autant de mouvements féministes qu'aujourd'hui, dans le sens production vraiment de défense des droits, de différents courants, etc., qui se rencontrent. Malgré tout, on stagne aussi encore sur la question des stéréotypes de genre, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, conjugale, etc. Donc simplement vous parler du dernier baromètre du sexisme, en fait, du Haut Conseil à l'égalité, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois et qui fait un état qui est quand même assez alarmant des comportements sexistes qui perdurent et des stéréotypes qui perdurent en France. Quelques chiffres que je me suis permise d'extraire parce que je trouve que c'est quand même assez important et ça a un impact en fait sur comment les algorithmes se développent aussi. Donc d'après le baromètre, on a encore aujourd'hui 50% des femmes et 62% des hommes qui considèrent que les femmes sont plus douces. Donc effectivement, dit comme ça paraît pas forcément important, mais dans les recherches, vous le disiez tout à l'heure, la question des cheveux longs, de l'allure physique, de comment aussi on décrit ses propres qualités, par exemple dans un CV, ça a de l'importance, puisque si on continue à considérer des caractères différents pour les femmes et les hommes, ça joue.
On a aussi une recrudescence très importante de ces stéréotypes et majoritairement des clichés masculinistes aussi chez les hommes de la tranche d'âge 25 à 35 ans, ce qui est quand même assez contradictoire parce qu'on a l'impression que la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus, celle qu'on appelle la génération d'aujourd'hui, des 15-35 ans serait plus sensibilisée à ces questions-là. Pourtant, par exemple, on a 47% des hommes qui estiment qu'il est normal que les femmes prennent beaucoup plus soin de leur aspect physique et 38% des femmes et 52% des hommes qui considèrent qu'il est normal que l'homme paye l'addition au premier rendez-vous. Et encore plus problématique, on va avoir 23% des hommes de 25 à 34 ans qui vont considérer qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Donc vous parliez de violence, vous parliez d'inégalité, vous parliez de discrimination. On a l'impression que les choses avancent, mais effectivement, on reste dans une stagnation qui est quand même assez inquiétante. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à ressentir à ce niveau-là ? Moi, je le ressens sur les machines, quand je teste les choses. Mais oui, ce que je pense, c'est que ce que tu décris dans le réel, ce que ce rapport décrit en réel, moi, le chiffre, c'était chez les 25-35 ans, ça m'a juste effrayée, parce que je me suis dit, on progresse vraiment pas et on n'arrive vraiment pas, du coup, aussi sur les jeunes générations, à faire bouger les choses. Qui sont très utilisatrices, en plus de ces intelligences artificielles. Exactement. Et qui sont, oui, c'est ça, de tout outil de réseaux sociaux, etc., outils, oui. Et qui les enferment dans des bulles algorithmiques. Et donc ça, oui, je le vois dans les utilisations et je le vois aussi dans ce que les machines, parce qu'en fait, donc vous entraînez les machines sur des gros corpus, et ces gros corpus de données textuelles viennent essentiellement du web. C'est 60% en gros de ces corpus-là. Alors, ils prennent plus Twitter, parce que ça, ils l'avaient fait en 2016 ou 2017. Ils avaient entraîné une machine sur Twitter, ils l'avaient mis en live, comme ce qu'avait fait OpenAI avec ChatGPT. En une journée, le truc a fini par être néo-nazi, raciste, horrible. Donc, il faut un peu gaffe quand même sur ce qu'ils mettent dans les données. C'est essentiellement du Wikipédia. Et puis, les médias, des choses comme ça. Mais même là-dedans, en fait, quand vous testez ces corpus-là, vous voyez remonter les représentations implicites. Je ne sais pas si on aura le temps, mais sur des tests. Je vous montrerai un truc, mais sur un modèle qu'on utilise beaucoup pour entraîner nos machines, parce qu'il est natif en français, il s'appelle Flobert. Ils s'appellent tous Bert quelque chose, ces gros corpus. Donc là, c'est Flobert. On aime bien les jeux de mots dans notre secteur. Donc Flobert, qui donc était fait par le CNRS, une formidable institution française, qui a été entraînée sur le Jansi, un super calculateur français. On est bons, nous les Français, sur ces sujets-là, en plus, même si des fois on va aux États-Unis, mais c'est pas grave, bon ça je m'arrête. Et bon bref, quand vous faites le test spécial 1, c'est-à-dire que vous demandez à la machine de prédire le mot suivant. Donc on lui demande un homme est spécial 1, il va nous répondre un homme est un homme. On accepte la réponse, l'inférence, nous on dit l'inférence. Quand on fait une femme est spéciale 1, à partir du modèle Flaubert, il va nous sortir la femme est une victime. Voilà. Donc vous allez dire, tiens, marrant, pourquoi victime ? Parce que c'est la représentation la plus probable qu'il y a dans ce corpus de texte, des milliers, des millions de données textuelles natifs en français. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en plus, Wikipédia, pourtant, est une encyclopédie participative. Donc au final, ça pose aussi la question de la véracité de tout ce qui se passe, de tout ce qui est écrit sur Wikipédia et qui inspire ces intelligences artificielles-là. Oui, alors la véracité... Et c'est pareil sur Wikipédia. C'est pareil sur Wikipédia, c'est essentiellement des hommes qui participent à la rédaction de Wikipédia. Oui. D'ailleurs, il y a même des associations de femmes qui se montent pour pouvoir participer à Wikipédia. Lisez le livre de Rose Lamy sur les médias, la violence sexiste dans les médias. Je ne sais plus exactement son titre, mais Rose Lamy, L-A-M-Y, et elle montre que aussi dans les médias, en fait, la femme est systématiquement posée en victime. Bon, et les hommes en bourreau soft, mais voilà, la victimisation, quand on analyse le corpus des médias écrits en français, c'est évidemment une représentation implicite majeure. Ça se voit beaucoup aussi dans les outils de traduction, avec les usages différents selon les langues, et du coup, au moment de la traduction, il y a un choix à faire, et ce choix, il est dicté par des biais, souvent. Ouais. On va vous montrer un test en temps réel. Je vais vous montrer en live, tout simplement. Je ne sais pas si on peut montrer mon ordinateur quelque part en cabine. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est, vous pouvez, mais là avec vos portables, vous pouvez faire l'exemple. Voilà.
Bon, j'avais tout un truc pour vous expliquer de ChatGPT et compagnie, mais en gros, c'est pas grave. Après on peut le faire après. Ouais. Mais en fait, pour vous expliquer pourquoi là j'ai expliqué The Surgeon, parce que The Surgeon, c'est un vrai cas d'école pour nous. En fait, on fait les modèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent les mots dans un espace vectoriel. Je ne veux pas vous perdre, mais en gros, dans un espace géographique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va faire des corrélations en fait, avec d'autres mots. Et notamment, il y a un exemple très célèbre de vecteur qui est lié à Surgeon. Je vous montrerai après. Mais quand vous faites Google Trad, donc en anglais, alors l'anglais est intéressant parce qu'il a... Plus comme ça. Ok, d'accord. L'anglais est intéressant parce qu'il a beaucoup de neutres. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a quand même évidemment une langue qui ne peut pas être inclusive, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile que dans les langues latines comme la langue française. Donc quand on fait a surgeon entered the room and she gave a consultation, on sait que dans la phrase il s'agit d'une chirurgienne, puisque par le she on a l'indication du genre de la chirurgienne. Et il est incapable de traduire chirurgienne. Donc the surgeon par chirurgienne, c'est systématiquement chirurgien. Alors sur The Nurse par exemple, il arrive parce que à force quand même les féministes et puis leur ont pointé du doigt les choses. Donc en fait ils font des apprentissages par renforcement, donc ils apprennent à la machine à redresser des choses. Mais je suis toujours très étonnée de voir que sur The Surgeon il n'arrive toujours pas. Et ce qui est important, c'est que c'est dans une même phrase. Hein. Parce que, bon, encore, il y aurait un paragraphe, etc. La techno est un peu limitée, mais voilà, typiquement, ça, c'est des choses très simples, mais sur lesquelles ils n'arrivent toujours pas, alors que la traduction automatique a fait des bonds incroyables, là, pour le coup, grâce aux réseaux neuronaux. Donc, enfin, voilà, on arrivait à des niveaux quand même très satisfaisants, mais ça, ils n'arrivent toujours pas à le fixer. Oui, je vais le faire. Tu voulais rajouter quelque chose alors du coup, Utter the Room and She Gave Me, bon bah ça oui, mais je crois que sur The Nurse, longtemps je l'ai cité en exemple, mais ah bah non, il n'arrive pas. Une infirmière est entrée dans la chambre et il a donné une consultation. Ouais. Bon, ça il n'arrive pas. Ouais. Alors DeepL, il arrive peut-être un peu plus, parce qu'il faut les comparer si vous avez un moyen. Justement, de dire mais moi là-dedans, comment je peux faire gaffe. Moi, je vous conseille de comparer les outils entre eux. Ah ben non, il n'y arrive pas. Moi, c'est marrant, parce que je l'avais fait il n'y a pas si longtemps, il y arrivait. Alors après, ça, c'est les mystères de leur version, machin. Mais là, il n'y arrive pas. Et c'est là où c'est des arbitrages aussi, quand on veut gagner un peu de performance dans nos modèles, donc d'arriver à des inférences plutôt satisfaisantes, on en dégrade certains. Peut-être que là, du coup, ils sont... Voilà, bon, vous pouvez vous amuser sur tous ces trucs-là, The Secretary, le CEO. Il y a plein d'exemples hein, sur ces sujets-là. Merci. Et je m'écarte un tout petit peu, mais parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, est-ce que vous êtes amené à sensibiliser des jeunes, et notamment des jeunes filles, justement, pour aussi les inciter à venir dans ce milieu-là, à travailler, parce qu'on sait que la mixité aussi réduira les biais sexistes. Alors, on l'a dit, hein, elle ne va pas les supprimer à 100%, parce que aussi, parfois, ils sont nécessaires, hein, mais voilà, vous faites aussi parfois des actions de sensibilisation, et quel est le retour aussi de ces jeunes filles par rapport à ça? Oui, alors surtout dans les collèges et les lycées. Et il se passe quelque chose au niveau de la 4e à peu près. Donc 6e, 5e, il y a énormément de filles qui sont très intéressées par ces domaines-là, par les mathématiques, par l'informatique, par les sciences du numérique, etc. Et moins après. Voilà, ça c'est... je ne sais pas si ce qui se passe à ce moment-là, enfin, peut-être les anthropologues l'ont étudié mieux, mais il se passe clairement quelque chose à ce moment-là. Ouais, Audrey, toi, tu as une... Moi aussi, je remarque la même chose. 4e, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, alors moi, je suis pas tellement dans les collèges ou les lycées. Par contre, je donne des cours de code pour des associations de jeunes femmes. Donc des initiations au code et elles se débrouillent évidemment très bien, c'est pas un problème, mais pour autant elles sont en fait ce qu'elles racontent c'est qu'elles ont une vision du domaine technique de l'informatique qui est tellement sexiste qu'elles ne veulent pas y mettre le pied, quoi. C'est
complètement vrai, et même si C'est vraiment dur. en même temps hein. c'est dur, et c'est dur de leur dire le contraire, que c'est faux, parce que Non, c'est vrai. parce que Donc, c'est vrai. enfin, Non, tu peux pas non plus mon surmentir. expérience, c'est que c'est vrai. Donc voilà. Donc bon. À la fois dans l'ambiance de travail et aussi de ce qu'on voit en fait depuis 20 ans L'ambiance de de travail, c'est dans quoi la les... possibilité Ouais. de faire une carrière, dans l'argent qu'on va gagner, dans tout ça, quoi. Puis, Et puis dans dans une les... ambiance qui n'est pas, comme on dit en anglais, une safe place. C'est très vrai. Enfin, je veux dire, moi, tous les jours, je reçois comment dire, des testimonials de jeunes femmes qui ont vécu des témoignages, voilà, de situations sexistes et voilà, au travail. Enfin, c'est vrai. Ça commence avec les horaires. Et après, voilà, je parle même pas en plus du cadre de travail qui est souvent pas adapté. Et puis je dirais qu'il y a pour le coup aussi une représentation implicite, puis une manière en France, parce que c'est pas vrai, notamment aux États-Unis ou même au Maroc, qui ont une très bonne IA. Mais on décorrèle aussi souvent, par exemple, le TAL, le traitement automatique du langage, c'est de la linguistique. D'ailleurs, moi, je viens de l'anthropologie. Hein. Après, bon, je code aussi, hein, mais ça, tu peux l'apprendre. Alors, je fais pas des mathématiques dures, ça, c'est vrai, je le laisse à mes collègues. C'est un peu plus dur pour moi. Mais je veux dire, il y a aussi un espèce de truc en France où si tu as raté le coche de la science, tu peux jamais y retourner. Je trouve que c'est un peu faux. Et puis, c'est aussi c'est quand même des disciplines où on a besoin de réfléchir, notamment les problèmes de manière un peu systémique. Et on présente souvent, je trouve... peut-être que c'est dans l'enseignement, ça je ne sais pas, Isabelle, mais des choses très silotées. Et ce que le reproche que j'entends des jeunes femmes, c'est de dire, mais moi, j'ai envie de m'ouvrir. Puis souvent, elles vont sur la bio, parce que je sais pas, la bio, c'est plus, d'ailleurs, c'est plus féminin. Ah oui, pardon. C'est plus féminin et c'est plus diversifié en termes de problématisation, quoi. On va plus se résoudre le problème. C'est aussi que sur la bio, il y a l'aura l'étude du vivant. Et donc, c'est aussi comprendre le vivant, c'est aussi prendre soin du vivant. Et donc, on retrouve des thématiques qui sont culturellement très attachées au féminin. Oui. Et puis, ça se sent dans les motivations des étudiants qui candidatent. Moi, je m'occupe d'un master en images, donc avec des aspects d'intelligence artificielle, d'informatique, etc. Et dans les lettres de motivation, on voit les candidates qui veulent faire de l'imagerie médicale, les candidats qui veulent faire des jeux, des jeux numériques et des choses comme ça. Bon, j'exagère un peu, évidemment, hein, mais il y a quand même un déséquilibre net. Et puis on a l'autre volet qui est le volet de ce qu'on voit en fait dans la culture, dans la société, qui depuis 20-30 ans, avec l'émergence des jeux vidéo, l'émergence de l'accès aussi facile aux ordinateurs et à tous les outils numériques, et donc à l'intelligence artificielle, on a cette image qui s'est construite du geek masculin enfermé dans une chambre en sous-sol, les volets fermés, et qui peut rester 22 heures sur 24 sur son écran. Enfin, il y a vraiment une image qui a été construite, alors volontairement basée sur des faits réels ou volontairement construite. Enfin, je pense qu'il y a un peu des deux, mais ces images-là, elles ne donnent pas forcément envie à des jeunes filles ou des jeunes femmes qui seraient par ailleurs très compétentes sur les mêmes sujets et qui sont confrontées aussi très, très rapidement à ce sexisme-là, avant même les études et le travail sur les réseaux sociaux ou sur des jeux vidéo ou sur l'utilisation de ces outils-là. Mais de toute façon, pour reprendre ce que vous disiez sur le rapport sur l'égalité homme-femme qui est sorti le mois dernier, moi, j'étais pas complètement surprise en fait des résultats, ni surtout de la classe d'âge qui était concernée par justement ces résultats. Parce qu'en fait, quand on utilise le web et quand on fait des recherches sur le web, notamment en utilisant Google, qui est quand même le moteur de recherche le plus utilisé, en fait, on s'aperçoit que les données qu'on va lire sont extrêmement biaisées, extrêmement sexistes. Alors, c'est pas toujours du sexisme violent, c'est-à-dire, j'explique, on va pas dire du mal des femmes, mais le vocabulaire est là quand même. Donc effectivement, les femmes, elles sont douces, les femmes, elles sont dans le care, les femmes, elles sont dans ceci, cela, et à l'opposé, les hommes sont ceci, cela, etc. Bon, enfin, des univers très séparés. En fait, c'est ça qu'on nous donne à voir, et il faut voir que les 15-35 ans, ils sont nés là-dedans. Ça, c'est ce qu'ils lisent tous les jours, en fait. Et donc, ça structure leur pensée, et les biais continuent, évidemment.
Avec le phénomène de la bulle algorithmique aussi, puisque dans les réseaux... Et oui, bien sûr. Si tu aimes le foot, on va te pousser. Internet est une énorme bulle algorithmique hein, dans lequel ces biais de genre sont complètement embarqués. Et donc, voilà. Merci. Alors, ça nous amène à ce test que vous avez prévu, Daphné. Vous avez peut-être entendu parler de cet outil hein, qui est sorti il y a quelques mois, qui a émergé il y a quelques mois, qui s'appelle ChatGPT. Vous nous avez préparé une petite présentation. Donc, ChatGPT est-il sexiste? Est-ce que vous pouvez présenter aussi ce que c'est ChatGPT? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait le truc. Dans la salle. Parce que Lisa, merci Lisa Faye d'avoir organisé d'ailleurs cette réunion, m'a dit mais il faut parler de ChatGPT parce qu'on en parle tout le temps. Alors, moi, je n'avais pas suivi le truc au départ, mais c'est vrai que c'est bien et pas bien. Nous, ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai que ça a été la première diffusion mondiale. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez testé, mais je voudrais vous montrer, est-ce qu'il est sexiste ? Et je vais essayer de vous montrer où est-ce qu'on peut repérer à quel point il est sexiste ou pas. Juste 3 mots sur son fonctionnement technique. C'est pour qu'on soit tous un peu alignés. C'est ce qu'on appelle un modèle de langue de très grande taille, LLM. Donc c'est un modèle énorme, ça c'est vrai. C'est 175 milliards de paramètres. C'est réparti dans 96 couches de réseaux de neurones. C'est une mémoire contextuelle de 2048 tokens. Bon, tout ça, ça ne va pas vous parler, mais c'est tout ça pour vous dire que c'est très très gros. Et c'est tellement gros que ça a coûté l'équivalent de 2 536 765 km en voiture, rien que pour son entraînement. Hein. Donc sur son test mondial, je ne sais plus à combien de millions de dollars ils en sont en dépenses énergétiques, mais ça pose quand même des questions aussi hein, sur pourquoi on le fait et est-ce que la planète peut le supporter. Bon, alors ça a été entraîné sur un très gros corpus. Donc le dataset dont je vous parlais, ce qu'on appelle Common Crawl, hein, c'est 60% de sources Internet, il a été entraîné à une tâche qui est de prédire en gros les mots suivants d'une phrase. Il a été entraîné pour générer du contenu textuel, pour le coup. Et c'est vraiment prédire les mots suivants. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, c'est une hypothèse qui date des années 50, hein, comme quoi les mots apparaissent dans des contextes similaires pourraient avoir une signification apparentée. Et c'est vrai que ça marche. Alors ça marche beaucoup mieux depuis qu'il y a eu quelques découvertes sur les réseaux neuronaux aussi, hein, parce que pendant 50 ans, on n'arrivait pas vraiment à tester cette hypothèse, on nous manquait de technique là-dessus. Mais du coup, c'est un peu son système. Donc, ce que c'est là où je vous parlais de vecteur tout à l'heure, c'est qu'en gros, bon, il va projeter tout ça dans un espace spatial, mais ça, je ne peux pas vous le raconter. Mais en gros, sa logique, c'est ça. Il y a l'exemple célèbre de homme-roi. Comment il fait pour comprendre que... Enfin, il ne comprend rien d'ailleurs, mais pour prédire, par exemple, une reine, ça va être roi moins homme plus femme égale reine. Il fait des maths, quoi. C'est un peu ça. Paris moins France plus Allemagne, il va trouver Berlin. Chirurgien moins homme plus femme, il va trouver infirmière. C'est là où on est moins bon. Mais pourquoi? Parce qu'il aura été exposé à son corpus. Bon, je vais vraiment très vite sur la techno, mais sur lequel je voudrais insister, c'est que ChatGPT, c'est surtout GPT, c'est du Generative Pre-trained Transformer. Donc, il est là pour générer du contenu. Ce n'est pas du tout du chat de mon point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui a été entraîné à faire la conversation. Des modèles conversationnels, il en existe. Mais en gros, quand vous allez l'utiliser, il ne va pas dialoguer avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logos. Et surtout, il ne va pas... la proposition suivante qu'il va vous donner, il ne l'aura pas faite sur ce que vous avez déjà dit auparavant. Donc c'est un modèle génératif, c'est déjà pas mal hein, ce qu'il fait. Enfin, moi, je trouve que ça reste quand même avec cette hypothèse assez intéressant. Mais il n'est pas conversationnel. En plus, il s'est fait appeler chat et puis son ergonomie que je vais vous montrer, on a un peu l'impression que ça l'est. Mais à quoi il peut être utile? Principalement de l'aide à la rédaction. D'ailleurs, il y a eu énormément dans les médias de sujets là-dessus. Beaucoup ont prédit la fin de beaucoup de métiers, etc. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux, mais ceux qui l'ont fait, notamment Yann Lequin, qui est français, bon, qui bosse pour Meta, mais qui est un peu le Deus in Machina, hein, c'est lui qui a permis une grosse inventée en 2017, dit mais attendez, on va se calmer, hein, ces GPT là, ils vont rien de faire de transcendantal, ils vont juste nous aider un peu à mieux rédiger.
ou à aller plus vite sur des tâches très mineures. Bon, oui, certes, Yann, mais peut-être avec le risque quand même de générer encore plus de bruit. Audrey parlait de à quoi on est, et notamment nos jeunes, et puis même nous, en permanence confrontés, ce bruit du web. Et ça, c'est sûr qu'il va les amplifier parce qu'on aura plus de facilité à les créer. Donc il y a des vrais risques d'amplification des cyberattaques, des deepfakes, des arnaques et compagnie. D'autant qu'aujourd'hui, on a des temps d'appropriation des technos qui sont juste dingues. La carte bancaire, ça nous a mis 60 ans, nous Français, à accepter la carte bancaire. Netflix, c'est 3 ans et demi. ChatGPT, c'est 5 jours pour atteindre le niveau de 1 million d'utilisateurs. Donc on a des temps d'appropriation de ces technos qui deviennent dingues, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut interroger. Je vous invite à lire, alors on vous remettra, je crois, je ne sais plus où, mais le lien, mais Arthur Charpentier, vous pouvez googler Arthur Charpentier, hypothèse.org et la société du bullshit, c'est un article qu'il a écrit en français, chercheur qui travaille au Canada, à Montréal, qui est très bien, qui vous explique la techno et qui vous explique justement ce risque-là, pour moi, du bruit générationnel. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, est-ce que ce chat GPT est sexiste ? Je vous ai déjà expliqué, mais c'était ça, que quand on teste, nous, les corpus, les gros corpus de données textuelles sur lesquels nos machines sont entraînées, quand on fait donc ce test, les hommes sont des spéciales 1, les hommes sont des hommes, les femmes sont des spéciales 1, les femmes sont des victimes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des modèles, donc on peut avoir des choses différentes, parce qu'on va du coup aller révéler en fonction de la langue et des corpus aussi, s'ils sont natifs ou pas, ces représentations implicites. Tout comme Isabelle vous a montré au début qui avait pensé l'IA, ce groupe de travail. Bon, bah là, c'est ceux qui sont derrière OpenAI. C'est juste vous montrer qu'en mixité, en 60 ans, on n'a pas beaucoup évolué. Ce qui est intéressant, donc il y a Elon Musk, tout le monde, enfin même s'il a lâché la barre, mais il veut y revenir, mais enfin bon, il était quand même là au début. Sal Altman, qui est plutôt démocrate, Greg Brockman, Peter Thiel, qui est très très républicain, mais alors dans la branche très 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 conservateur, et des postures assez extrêmes, et qui finance tous ces partis-là. Ray Hoffman et Satya Nadella, président de Microsoft. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui ont codé, ils ont donné l'argent principalement, mais quand même, ce sont d'abord des Américains avec certaines valeurs, et on va voir que les modèles portent ces valeurs-là. Et la question est de se dire, c'est est-ce qu'on a envie que ces valeurs soient universelles ou pas ? Et en tout cas, de se dire que ces outils-là, quand on les met sur le marché, qu'on fait des tests comme ça universels, on pourrait dire qu'ils sont universels. Ça se questionne. Alors, du coup, maintenant que j'ai fait ma petite intro de truc, je voudrais vous montrer le fameux ChatGPT. Il ne veut pas. Allez, on va t'enregistrer quand même. Hop. Donc, ChatGPT, c'est ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font, mais encore une fois, vous pouvez le faire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas régénérer un prompt, parce que je ne veux pas cramer mon bilan carbone ce soir. Mais sachez que quand vous les utilisez, ce n'est pas neutre. Alors je le fais comme ça, parce que je n'étais pas sûre de mon... Après, je vous montrerai en live, mais je n'étais pas sûre d'avoir du réseau, et puis ça prend quand même un peu de temps à générer. Donc voilà. Alors, les prompts, c'est ce qu'on appelle les prompts, c'est les... Et je ne veux pas dire le mot conversation, mais c'est ce que vous avez généré en lui posant des questions, en lui demandant des tâches. Et ça, vous pouvez les garder. Alors évidemment, moi, j'ai fait tout de suite... Un historique. C'est un historique, ouais. Voilà, prompt historique, exactement. Donc une femme est un être humain de sexe féminin. Alors, quand je vois ça, je me dis, ça, c'est marrant. Quand je prends un autre outil qui est exactement pareil, qui s'appelle You, je vous invite aussi à aller le voir, c'est gratuit, s'il veut bien revenir, il veut bien. Alors, une femme est, lui va me dire, pardon, excusez-moi. Alors, une femme est, une femme est, une femme est, une femme est une femme, Wikipédia. Alors lui, il est intéressant, You. C'est exactement comme un... Enfin, c'est comme... pas tout à fait les mêmes techniques d'apprentissage, mais en gros, c'est pareil. C'est Richard Soccer qui est un très, très bon dans son genre, qui a monté ça. Il veut pas de pub, donc il est contre les Google, etc. Bon, moi, je préfère aller... C'est un modèle de search sur lequel je préfère aller. Et il a mis aussi son chat You à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il va vous générer du contenu, il va vous montrer en search ce qu'il aurait généré lui. Donc, c'est pas...
il ne vous montre pas ses sources, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de source. Ces modèles-là ne vont pas vous faire de la citation, il n'y a rien du coup de scientifique dans le truc, mais il n'y a pas de la source. Mais par contre, il va un peu vous montrer quand même le regard. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il va aller chercher sur des références où il y aura du français, ce qu'il aura identifié que je parle en français. Donc on peut avoir, c'est ça que je veux vous dire, hein, des inférences différentes en fonction du modèle et sur lequel il a été entraîné. Donc une femme est une femme, et pourquoi lui il me sort, est un être humain de sexe féminin. Et moi j'ai travaillé aussi beaucoup aux États-Unis, et je sais que c'est quand même un peu teinté des gender language, on va dire. Et quand je lui pose la question en anglais, woman is a female human being, c'est dans les bonnes pratiques, en tout cas aux US, parce que je vous disais, aux États-Unis, ils sont très avancés dans ces réflexions-là sur le langage inclusif. Donc voilà, je comprends qu'en fait, il me génère du texte à partir de l'anglais traduit. Et ça aussi, c'est important, parce que beaucoup de modèles, aujourd'hui, vous les avez en anglais, en français, en espagnol, mais souvent, ils n'ont pas été entraînés sur des corpus textuels natifs dans la langue. Donc, en fait, il va traduire automatiquement, donc ça, vous n'allez pas le voir, parce qu'il va le faire très vite, mais quand même, il va être quand même très imprégné de sa langue d'origine. C'est-à-dire qu'il est très imprégné de la mentalité du web, mais en plus, il va être très imprégné de ça. Donc là, je le sens bon élève. Donc, dans ma question, est-ce qu'il est sexiste ? Je dis, tiens... Alors, après, moi, évidemment, c'est des valeurs qui me vont plutôt bien, mais est-ce que c'est des valeurs qui vont aller à d'autres ? Est-ce que, collectivement, on a décidé que ça, c'était la bonne réponse ? Ça, je ne sais pas, c'est quelque chose que je voudrais poser, en fait, finalement, dans le dialogue. Et là où il est très politiquement correct, alors je l'ai généré en anglais, je suis désolée, « What is the gender of my surgeon ?» Quel est le genre de ma chirurgienne. Il me répond, je suis désolée, je n'ai pas assez d'informations sur le genre de votre chirurgien. Ce serait vraiment mieux d'aller poser directement la question au docteur. Et là, je sais que, un peu comme vos Siri ou vos Alexa, il a été renforcé, enfin, il a eu un apprentissage par renforcement, puisque évidemment, en faisant ce test mondial, ils allaient bien se douter que tout le monde allait les coincer en test de Turing sur ces questions-là. Et donc, il y a bien eu des humains qui ont généré des réponses et un peu bridé la machine pour qu'elles y répondent de leur point de vue, selon leurs valeurs, encore une fois, correctement. Alors oui, là, ça va sur le genre, pour le coup, de l'inclusivité. Mais là encore, c'est un peu imposé de manière nudge, hein, sans qu'on ait trop sur le collectif discuté. Est-ce que ça fonctionne sur d'autres biais qui pourraient poser des questions qui auraient un lien avec le racisme, avec d'autres types de discrimination ? Exactement. Alors j'avais essayé du coup, je montrerai après, mais j'avais essayé aussi sur la notion de socialisme, parce que je me suis dit, tiens, pour aller chercher... les représentations aussi implicites politiques qui ne sont pas les mêmes entre le socialisme, ce qu'on porte sur le socialisme américain et en France. Donc tout ça, on peut les retrouver. Sur le racisme aussi. Et bien sûr, pour le coup, les États-Unis font extrêmement attention à ça. Donc on voit bien qu'ils brident la machine, mais de manière sur des réponses qui sont, je trouve, un peu trop politiquement correctes. Et là où je trouve un danger, même si je me dis c'est déjà un pas de fait, c'est qu'on pourrait croire que finalement la machine est OK des points de vue des stéréotypes, puisqu'elle est capable de me générer ce genre de réponse, demande à ton médecin plutôt que de me poser la question. Voilà. Mais c'est quand on complexifie la tâche qu'on voit qu'en fait profondément, elle n'a pas réglé les problèmes des représentations implicites. Et c'est quand par exemple, je pose la question, quel est le profil idéal pour un ingénieur ? Vous me dire, mais il n'y a pas de profil idéal pour un ingénieur. Ok, tu me fais donc bon élève. Parle des compétences d'abord, ce qui est une bonne pratique de l'écriture inclusive. Donc j'essaye, quel est le meilleur profil ? Il me dit non. Par contre, quand je pose une question qui est écrire une annonce d'emploi pour un poste de technicien électrique, c'est-à-dire que là, je n'indique pas, il y a un meilleur, enfin voilà, je ne tourne pas ma question d'une manière où on pourrait supputer que j'essaye de le coincer. Là, ce qui était très drôle, c'est qu'il a bugué. Il a fait annonce d'emploi pour un technicien électrique. Je ne sais pas si vous voyez, je la monte un petit peu, hein, c'est ici. Nous recherchons un technicien électrique qualifié pour se joindre candidat I. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu, c'est marrant, là, il a bugué. Alors je réitère ce que je lui demande d'écrire. Écrire une annonce d'emploi pour un poste de technicien électrique. Donc là, il y arrive et en fait, là, pour le coup, il ne respecte pas du tout les bonnes pratiques de l'écriture inclusive quand on écrit. Donc l'écriture inclusive, ça permet de... Et notamment, c'est des gros enjeux. Enfin, il y a des choses éthiques, hein, mais il y a des gros enjeux. Aujourd'hui, on est sur des métiers en tension. On a besoin autant des femmes que des hommes. Et de ne parler qu'au masculin. Donc, notre entreprise spécialisée dans les solutions
électrique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux recherche un technicien électrique expérimenté pour se joindre à notre équipe. Et là, on voit que on est donc voilà masculinisé sans amener aussi une technicienne. Nous offrons un environnement de travail stimulant. Oui, bon, ça, on sait que tout ce qui est au niveau de travail stimulant, etc., une femme peut être à distance de ce genre de proposition. Salaire compétitif, donc on est sur de la compétition, donc on sait mécaniquement que ça peut mettre à distance une femme qui veut un bon salaire, mais elle préférerait vraiment le montant du salaire, par exemple, sur l'offre d'emploi. On sait aujourd'hui que les femmes, là c'est Women in Tech qui l'a bien montré, les femmes veulent pouvoir voir le montant du salaire avant de se positionner. Donc voilà, un exemple où ce que je voulais vous montrer, c'est quand on affine la tâche et qui va être vraiment utilisé pour ça. ChatGPT est déjà en train d'être utilisé pour ça, pour gagner du temps, pour écrire des choses. Là, pour le coup... Dans quel type de secteur, par exemple, là, actuellement, il est vraiment utilisé ? De ce que je vois dans la presse et plus que vous, je n'ai pas du tout fait d'études là-dessus, mais oui, notamment pour faciliter l'écriture, parce qu'aujourd'hui on doit écrire de plus en plus de textes et des choses où on peut se dire c'est pas très important, on a besoin de choses assez rapides avec pas de faute d'orthographe, on va utiliser ces choses-là, mais voilà, on va pas forcément faire attention à tout ça. Merci pour cette démonstration. Alors, si on élargit un petit peu, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des biais sexistes, mais il y a plein d'autres choses qui existent dans l'intelligence artificielle. Isabelle, vous avez travaillé aussi un peu plus précisément dans le domaine de la médecine. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière aussi dont parfois ces biais-là sont vraiment utiles dans ce domaine-là? Moi, je ne travaille pas dans le domaine de la médecine. Je travaille avec des médecins, en particulier avec des radiologues. Et en fait, c'est un domaine où ils sont assez conscients des biais parce qu'il y a déjà un biais dans le choix qu'ils font de demander un examen, etc. Donc c'est déjà parce qu'ils cherchent une réponse à quelque chose. Donc il y a déjà un biais c'est des biais de type cadrage. Et donc ils y sont déjà très sensibles et ils savent que s'ils font l'examen de telle manière ou de telle manière, ils vont mettre en évidence telle ou telle chose et ils font très attention à ne pas risquer de masquer autre chose. Donc ils ont déjà un peu cette sensibilité-là. Mais voilà, malgré tout, il peut y avoir des biais. Ils sont très soucieux aussi de ne pas laisser un algorithme décider seul. De garder le contrôle sur quand est-ce qu'un algorithme est déclenché, etc. Et ça fait référence aussi à des questions de responsabilité. On parle beaucoup d'IA responsable. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est les personnes responsables, les responsabilités, ça peut être ceux qui ont décidé de demander un algorithme, ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'utilisent, mais l'algorithme lui-même, non, on ne peut pas lui demander d'être responsable. Donc déjà, il y a un biais dans la manière de parler d'IA responsable. Et voilà, donc les radiologues sont très sensibles à ça, mais ils n'ont pas forcément de réponse à tout non plus. Et voilà. Et justement, ça fait écho, quand on a préparé cette conférence, vous avez... l'une et l'autre, toutes les trois d'ailleurs, vous êtes revenus sur cette notion-là de c'est pas la faute de l'IA en fait si elle porte ces biais sexistes-là, notamment Audrey, vous l'avez dit, ça m'avait assez marqué, c'est pas la faute de l'IA, c'est la faute des gens qui créent l'IA. Alors on en parle depuis le début, bien entendu, c'est pas un nouveau sujet, mais est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur cette réponse-là? En fait, la façon dont on porte la responsabilité en fait sur l'IA, alors qu'effectivement elle ne peut pas être en responsabilité de toutes ces décisions. C'est une manière de se décharger. Ça me paraît assez clair et pas très surprenant. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies en fait. Qu'on maîtrise pas si mal et dans lequel on voit bien comme tout outil, ça dépend comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on veut en faire. Il y a une phrase que j'aime bien qui est, je vais vous la retrouver si je trouve, hop, excusez-moi, non je la retrouve pas, c'est pas grave. Non, je la retrouve pas. Je l'ai notée pourtant. Mais ouais. Bon, en fait, il y a une phrase d'une chercheuse américaine qui dit grosso modo que en fait, les algorithmes représentent, tels qu'on les utilise en IA actuellement, représentent en fait le passé.
Et je trouve que c'est assez intéressant. Et du coup, ça offre une vision assez... Enfin, il y a de l'espoir en fait pour l'avenir quand on considère ça comme ça, parce que l'idée c'est que on peut aussi inclure dans l'IA et dans les algorithmes qu'on va utiliser dans l'IA un certain nombre de règles qui vont pouvoir façonner les données qu'on va pouvoir trouver sur Internet, qui vont être présentées aux gens et qui quand même structurent peut-être pas complètement notre pensée, mais en tout cas une bonne partie de nos représentations. Et que du coup, on pourrait améliorer grâce à des règles les algorithmes d'IA et donc dessiner une autre société. Voilà. Donc ce qui prouve bien aussi que si on est capable de faire ça, alors on doit porter la responsabilité de ce qu'on a fait de l'IA et des représentations qu'elle véhicule à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Merci. Je suis complètement d'accord. Je pense que l'IA aussi peut être une formidable solution pour le coup, parce qu'on peut construire de nouveaux corpus sur lesquels on peut les confronter. En plus, là pour le coup, on s'améliore de jour en jour sur ce. Il y a beaucoup d'argent injecté dessus, donc ça va assez vite. Donc ça va être de moins en moins vrai d'avoir besoin, parce que souvent ils disaient oui, mais on a besoin tellement de données textuelles qu'on est obligé d'aller sur du Wikipédia. Ça va être de moins en moins vrai. Donc formidable, construisons des IA qui seraient plus à le miroir d'une société dont on veut, avec une qualité de texte, de langage, parce que bon là je vais pas être dans le performatif et toute la philo liée au langage, mais c'est bien ça, le langage crée un monde. Et pour le coup, avec le TAL, je parle pas de la vision parce que je suis pas forcément là-dessus, mais on pourrait très bien les utiliser en fait pour faire des choses intelligentes. Voilà. Et ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de réflexivité, évidemment, de ceux qui façonnent ces modèles. Et je ne pense pas qu'aux data scientists, je pense à ceux qui les financent aussi, et puis à ceux qui vont les utiliser. C'est un peu comme Google, j'avais beaucoup étudié la question, puisque Google était à un moment donné utilisé par des médecins pendant les RCP. Les RCP, c'est leur grande réunion où ils décident un protocole pour un patient. Et ça avait choqué un peu tout le monde, le monde de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Et ben, quand tu regardais dans les pratiques, oui, c'était Google dans un raccourci, juste pour me rappeler une donnée, quoi, le nom d'une molécule. Et c'était juste comme ça, oui, c'était juste comme ça. Mais en fait, à un moment donné, c'est aussi nous, à quelle mesure on est en permanence confronté à ce niveau de réponse, quand vous n'avez pas tout le savoir qui va avec, auquel vous avez appris par un parcours académique ou scientifique. Il faut savoir que les données du web, ça devient la norme juste suffisante. Wikipédia, aujourd'hui, est la norme scientifique juste suffisante. Et c'est là où est le danger, en fait. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez revenir avec d'autres choses, plus créatives, etc., vous n'aurez plus d'espace de parole. Donc voilà, c'était juste ça. Je dirais que l'inconscience là-dedans, c'est surtout la massification de toute cette production et du coup la réception en face. Et c'est là où je trouve qu'il y a pas mal d'inconscience. Et puis évidemment, ceux qui la construisent et compagnie, mais voilà, on minore beaucoup cet impact-là. Merci. Peut-être terminer sur cette dernière ouverture. On a aussi parlé, en préparant tout ça, d'inclusivité. Comment est-ce que, toutes les trois, hein, la question est ouverte, comment est-ce que vous voyez la question de l'inclusivité dans l'intelligence artificielle, aussi liée aux questions de sexisme, de lutte contre toutes les formes de discrimination? Vous me disiez qu'effectivement, vous utilisiez, vous, ce terme-là, et voilà, vous aviez des avis complémentaires, mais aussi différents sur cette question. Alors, bon, évidemment, diversifier la présence des femmes, mais aussi différentes origines sociales, c'est important. Parce que c'est complètement corrélé pour moi en fait. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut ouvrir les filières scientifiques. Alors oui, avec un rattrapage de niveau peut-être, mais enfin pour moi ça ira avec ça. Mais je répondrai plus sur la question technique. L'inclusivité, c'est d'abord un travail de réflexivité, et puis c'est en fait assumer que personne ne sait comment il faut faire. C'est ce qu'on se disait avec Isabelle, puis même toi Alice, ça fait 10-15 ans. Enfin, moi j'ai commencé à militer avec Ni pute ni soumise, je ne sais pas si vous vous souvenez du truc, mais c'était dans les années 2000. Et puis aujourd'hui on est toujours à ce fameux chiffre de 3, puis ça n'a pas beaucoup bougé sur les violences faites aux femmes, donc c'est assez désespérant.
Donc c'est aussi, moi je pense, accepter qu'on n'a pas trouvé le chemin ensemble, que peut-être ces outils-là, ça pourrait être un moyen de trouver des chemins. C'est pour ça que moi j'y suis allée là-dessus. J'ai essayé d'entraîner une machine à parler inclusif. Bon, on n'y arrive pas encore, mais en se disant au moins si la machine n'y arrive pas, mais elle peut nous donner des idées, voilà, parce que le point médian, ça marche pas. Mais voilà, et essayer peut-être aussi d'aborder les choses de manière plus systémique, quoi, ne pas... Et puis, bon, on parlait des trucs d'index et d'index, voire même de quotas. Ça, je crois qu'il faut quand même y aller de manière beaucoup plus forte, quoi. Merci. Audrey, Isabelle, est-ce que vous souhaitez compléter? C'est bon pour vous, Audrey? Ouais. Alors déjà, je pense qu'il faudrait qu'on sorte du clivage homme-femme, parce qu'en fait, le genre ne se définit plus comme ça à l'heure actuelle. Donc si on veut être inclusif, il faut sortir de cette dichotomie homme-femme, parce qu'il y a plein de personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, et donc c'est problématique pour elles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, je pense que politiquement, il faut instaurer des quotas. Je pense aussi qu'il va falloir travailler à justement réfléchir à des règles pour nos algorithmes qui soient plus inclusifs, beaucoup plus ambitieux en fait, sur la société qu'on a envie de construire demain. Voilà. Et moi, je suis complètement pour qu'on fasse en sorte que l'informatique et en particulier le code fasse partie du programme qui serait dans le tronc commun des études de chacun, des gamins. Parce que je pense que ce serait une très bonne manière de démystifier la technicité que ça demande et de donner aux enfants en fait les clés pour pouvoir s'approprier cet outil et avoir un regard plus critique dessus, sur ce que ça peut représenter. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous rajoutez quelque chose? On a déjà dit beaucoup de choses, je pense. Voilà. Merci. Merci.